Good morning, bonjour to everybody. Bonjour à tout le monde, toutes les personnes présentes dans le prétoire ainsi que dans la galerie du public, ainsi qu'à l'extérieur du prétoire et de la cour. Nous allons donc poursuivre ce matin et continuer à entendre la présentation de la thèse du procureur. Mr. President, Madame Bensouda, Monsieur le Président, le bureau du procureur est représenté par la même équipe et c'est donc Monsieur MacDonald qui va reprendre le fil de sa déclaration liminaire. Monsieur MacDonald, bonjour. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Hier, j'avais indiqué, lorsque j'ai demandé que nous levions l'audience, j'avais informé la Chambre, disais-je, que j'allais poursuivre en parlant de l'incident ou de l'événement du 16 décembre. Mais avant de le faire, j'aimerais vous parler en quelques termes de la radio-télévision ivoirienne ou de la RTI, comme elle est connue. Et c'est ainsi que nous l'appellerons en l'espèce, la RTI. La RTI était la principale antenne de diffusion de la Côte d'Ivoire. Elle était contrôlée par M. Gbagbo et avait une importance stratégique essentielle pour son régime. Car à partir de l'ascension de M. Gbagbo au pouvoir jusqu'à son arrestation, M. Gbagbo, M. Blé Goudé et les autres membres de l'entourage immédiat de M. Gbagbo ont eu recours à la RTI pour diffuser leurs messages. La RTI était le vecteur principal par le truchement duquel M. Blé Goudé a mobilisé les jeunes, a annoncé ses ordres et a donné ses consignes aux jeunes. Le camp Ouattara était bien entendu parfaitement conscient du rôle joué par la RTI dans le soutien qu'il apportait au régime de M. Gbagbo, ce qui fait que le nouveau Premier ministre nommé par M. Ouattara, M. Guillaume Soro, a annoncé le 13 décembre 2010 que le gouvernement de M. Ouattara allait se rendre dans les locaux de la RTI à Cocody, et ce afin d'y installer un nouveau directeur. Cela devait se passer le 16 décembre. Alors nous allons maintenant vous montrer des clichés. Et comme vous pouvez le constater, vous voyez où se trouve la RTI sur le cliché que je vous présente. Comme je vous l'ai dit, la RTI se situait dans la commune de Cocody. Le 14 décembre 2010, le gouvernement de M. Ouattara a demandé à ses sympathisants de manifester, et ce de façon pacifique, et de se rendre vers la RTI le 16 décembre. Le régime de M. Gbagbo a réagi comme suit. Premièrement, des éléments des FDS ont encerclé un blocus, c'est là que se trouvait le gouvernement de M. Ouattara. Deuxièmement, ce même après-midi, M. Blé Goudé a présidé une réunion des dirigeants de la jeunesse à l'hôtel de ville à Cocody, conjointement avec d'autres dirigeants de jeunes. Voilà le message qu'ils ont prononcé. Empêcher les manifestants d'atteindre la RTI. Leur objectif consistait à mobiliser les jeunes patriotes et les utiliser pour entraver la manifestation et la marche vers la RTI avec les militaires. Troisièmement, ce même soir, la RTI a diffusé, lors de son bulletin d'information de 20 heures, un entretien avec M. Blé Goudé qui a déclaré qu'il resterait actif dans son rôle de général de la rue. Il a dit qu'il allait diriger la jeunesse, les actes de la jeunesse, si jamais le pays venait à être menacé, et je vais le citer en français. Vous n'avez pas perdu votre général, je suis général à 100% et puis 100% ministre. Ça veut dire clairement que je travaille à donner de l'emploi aux jeunes, mais en même temps, quand j'aurai le sentiment que mon pays est menacé, qu'on veut déstabiliser mon pays, j'enlève ce costume, je mets ma casquette noire et j'oriente les choses. Que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde.
Fourth, the following day, Quatrièmement, le jour suivant, le 15 décembre 2010, le porte-parole des FDS a condamné cette marche, et ce, lors du bulletin d'information de la RTI à 13 heures. Et voilà ce qu'il dit. ces marches à relents d'action de force, donc de troubles graves à l'ordre public, n'ont pour unique finalité que d'opposer d'innocentes populations aux forces régulières de maintien de l'ordre et espérer obliger les forces de défense et de sécurité à un affrontement avec les Ivoiriens. He also warned that, and I Il a également mis en garde, et je cite, et de sécurité de Côte d'Ivoire tiennent M. Choi pour responsable des conséquences imprévisibles qui pourraient résulter de ces actions projetées. And so the FDS donc, le message des FDS est une menace voilée et est une justification planifiée pour les actes violents et les crimes commis contre les manifestants civils pacifiques le 16 décembre. Ils l'ont fait cela même avant que la marche ne commence. Cet acte de dénégation s'inscrivait d'ores et déjà dans le plan commun. Cinquièmement, l'après-midi du 15 décembre, M. Blé Goudet prononce un discours à Trècheville et il répète le même message agressif contre les pro-Ouattara et contre l'ONUCI. Et je cite à nouveau. de route qui a été donnée à l'ONUCI, qui a été donnée à la Force Licorne, qui a été donnée à Guillaume Soro, était très clair. Enlevez M. Gbagbo. Je vous informe, M. Choi et l'ONU et la France préparent un génocide en Côte d'Ivoire. And he added, Ajouté. l'ONU que nous avions jusque-là considérée comme une force de paix vient de démontrer clairement qu'elle n'est plus une force de paix en Côte d'Ivoire, qu'elle est une force belligérante et qu'elle est une force d'occupation. C'est Choi qui organise la rébellion. C'est lui qui donne les idées à la rébellion. Donc Choi est considéré désormais comme un, and your honors, the Et messieurs les juges, la foule lui répond à l'unisson et dit « rebelle ». Alors, vous avez donc ces formules menaçantes, ces formules qui ne peuvent avoir qu'un objectif, à savoir inspirer la violence. Monsieur Blé Goudet a essayé de s'absoudre de la responsabilité pour la violence qui s'est ensuivie en disant qu'il allait déloger Soro et Ouattara à main nue. Et il montre ses mains vides à l'intention de la foule, ce faisant galvanisant les groupes de jeunes comme il l'avait fait entre 2003 et 2006. Madame, Messieurs les juges, à main nue, qu'entendait M. Blé Goudet? Il entendait sans l'utilisation, sans avoir recours aux armes. Mais ce sont des propos qui étaient calculés et dénués de sens, au vu de ce qu'il a également dit. Parce qu'il a également dit... Nous reviendrons en fait plus tard lors de cette intervention sur ce message de ce combat à main nue, ainsi que pendant le procès. Et puis en dernier lieu, le soir du 15 décembre, M. Gbagbo rencontre le chef d'état-major de l'armée, M. Philippe Mangou, le chef de la gendarmerie, M. Kassaraté, et le chef de la police, M. Mbia. Mesdames, Messieurs les juges, ces efforts coordonnés de la part de M. Gbagbo, Blé Goudet et de l'entourage immédiat de M. Gbagbo ont abouti à la commission des crimes qui sont reprochés, et ce, eu égard au premier événement du 16 décembre. Nous allons maintenant vous montrer un cliché et cela va suivre en fait ma description des événements du 16 décembre. Alors, nous commençons très tôt, le matin du 16 décembre. Vous allez entendre de la part de témoins comment des dizaines de sympathisants de M. Ouattara se sont rassemblés dans différents lieux de rassemblement dans tout Abidjan. Ces points sont indiqués en bleu sur votre écran. Les manifestants ont commencé leur marche vers la RTI.
Depuis tôt ce matin-là, les manifestants ont rencontré des forces pro-Gbagbo qui soit leur ont bloqué la route, soit les ont mis en garde et leur ont dit qu'ils allaient subir des conséquences assez graves s'ils continuaient. Certaines des positions des forces pro-Gbagbo se trouvent figurent en carré orange sur vos écrans. Les forces pro-Gbagbo étaient composées entre autres de la police, du SECOS, de la garde républicaine, de jeunes pro-Gbagbo, de membres de milices et de mercenaires. Ils étaient positionnés dans des positions essentielles et importantes et patrouillaient la zone autour de la RTI ainsi que des communes d'Abidjan telles que Cocody, Abobo, Adjamé, Koumassi et Yopougon. Les forces de pro-Gbagbo ont érigé des points de contrôle au niveau des barrages routiers, le long des axes principaux qui convergeaient vers la RTI afin de contrôler les civils qui ont été arrêtés, roués de coups et détenus pour nombreux. Ils ont également tiré sur la foule qui était composée de civils non armés qui se dirigeaient vers la RTI et cela s'est soldé par des décès et des atteintes à l'intégrité physique très graves. Cette violence est indiquée par les points rouges. À Abobo, où il y avait de nombreux sympathisants qui étaient soupçonnés d'être des sympathisants de pro-Ouattara, et je recommence. À Abobo, où se trouvaient, où résidaient bon nombre de sympathisants de M. Ouattara et où ont eu lieu la réunion. Vous avez donc, cela est indiqué, vous avez également Adjamé le long des axes principaux tels que l'autoroute d'Abobo et la route du Zo. Et puis il y a différents lieux essentiels importants tels que Williamsville, tels que par exemple le carrefour de Jenny Kobina, ainsi qu'une passerelle aérienne au-dessus de l'autoroute du Nord. Nous allons vous présenter des extraits vidéo pour démontrer les actes des FDS. Nous allons maintenant vous montrer des extraits vidéo des manifestants qui marchent sur cette passerelle au-dessus de l'autoroute du Nord. Et là, vous pourrez entendre des tirs lourds sur cet extrait vidéo. Et vous verrez 2 véhicules du SECOS. Madame, Messieurs les juges, ces manifestants se contentaient tout simplement de montrer leur soutien pour M. Ouattara alors qu'il marchait lors de cette marche vers la RTI. Et vous allez voir donc l'arrivée des véhicules du SECOS. Microphone, s'il vous plaît. Monsieur McDonald parle sans microphone. Entre-temps, ou pendant ce temps-là, à Cocody et au niveau de tous les carrefours autour de la RTI, la présence des forces de sécurité a été lourdement renforcée. Les forces pro-Gbagbo ont ouvert le feu sur la foule des manifestants, et ce, dans de nombreux lieux à Abidjan. Je vais maintenant vous montrer un extrait d'une vidéo qui a été filmée au carrefour entre le boulevard Latrille et la rue du lycée technique.
Les gars, ils ont tué 2 personnes. Ils ont tué 2 personnes. 2 personnes. Ils ont tué 2 personnes. 2. On n'accepte pas. On n'accepte pas. Il faut finir. On ne peut pas accepter. Il est mort. Il est mort. Il a eu. Comme l'image que vous voyez sur l'écran, est-ce que nous pourrions la voir, cette image, je vous prie? Comme cette image vous le montre, ces crimes, comme ce cliché vous le montre, ces crimes se sont passés dans tout Abidjan le 16 décembre. Vous entendrez également 5 femmes qui ont été arrêtées ce jour-là alors qu'elles se dirigeaient vers la RTI. Et elles vous expliqueront comment elles ont été violées par les forces pro-Gbagbo. Tous ces témoins, à l'exception d'une, ont été détenus pendant des heures en compagnie d'autres victimes. Comme le procureur l'a indiqué dans sa déclaration liminaire, certaines ont subi plusieurs viols, d'autres ont subi des viols collectifs, parfois en présence d'autres. Alors qu'une victime demandait à être épargnée, son violeur lui a dit, et je cite en français, « Président Alassane, de vous venir en aide puisque c'est pour lui que vous marchez. » La violence et la persécution ont continué les jours qui ont suivi les tueries du 16 décembre, et ce dans différents quartiers d'Abidjan. Mesdames, Messieurs les juges, à ce moment-là, pendant cette période, les FDS ont essuyé des pertes loin du siège de la RTI lors d'affrontements qui n'avaient rien à voir avec les manifestants. Toutefois, des documents originaux que nous avons saisis se ciblaient sur les pertes essuyées par les FDS et minimisaient les pertes des civils, pertes qui se sont produites ce même jour, et ce dans le contexte des manifestations. Ce même après-midi, M. Gbagbo a réuni son cabinet. Les ministres de l'Intérieur et de la Défense ont tous les deux fait des rapports au sujet de la manifestation. Les 2 victimes parmi les FDS. Ce même soir, lors du bulletin d'information de 20 h, la RTI a diffusé des extraits du discours de M. Blé-Goudé ainsi que la déclaration des FDS qui avait été déjà diffusée le 15 décembre. Donc le message auquel j'ai fait référence un peu plus tôt ont été à nouveau diffusés ce soir-là lors du bulletin d'information de 20 h. D'après les registres, ce soir-là, M. Gbagbo a reçu également ses collaborateurs les plus proches, M. Blé-Goudé, M. Bertin Cadet, la Défense pendant une période, M. Alain Dogou, le président du FPI, M. Afi Nguessan, Aboudraman Sangaré, M. Désiré Tagro, ainsi que l'avocat personnel de M. Gbagbo, Maître Géraldine Odéori. Le seul général des FDS qui ait rendu visite
tête ce soir-là à M. Gbagbo, comme vous le devinerez peut-être, était M. Dogboblé, le général Dogboblé, le commandant de la garde républicaine. Toutes ces personnes dont je viens de vous donner le nom faisaient partie de son entourage immédiat et de la structure parallèle. Et le 17 décembre, M. Blé Goudé s'est rendu auprès de M. Gbagbo et la visite dura quasiment 6 heures. Les sympathisants de M. Ouattara ont essuyé des représailles violentes au cours des jours suivants. Et je pense notamment aux membres des FDS et à des personnes armées qui participaient à ces actes, qui portaient des personnes armées qui étaient habillées en civil et qui ont fait des descentes dans plusieurs quartiers d'Abidjan, notamment dans le quartier d'Abobo, où ils sont entrés par effraction dans les maisons de civils et ont tué et violé des civils. Le 17 décembre 2010, les soldats des FDS, avec un membre des jeunes patriotes, ont fait subir un viol collectif à une femme dans son foyer d'Abobo avant de la contraindre à observer le meurtre de son mari, qui était un membre du parti de M. Ouattara, le RDR. À la suite de quoi, les violeurs ont dit à la victime, qui portait un t-shirt de pro-Ouattara, lui ont dit donc qu'elle devrait aller lui dire qui l'avait violée. Le 17 et 18 décembre, des membres des FDS, notamment également des membres des CRS, sont entrés dans 4 mosquées à Grand Bassam, à Bobo et à Williamsville, ont tué une personne et ont blessé 29 autres personnes, notamment 14 femmes. Le 18 décembre 2010, à Abobo, environ une dizaine d'officiers de police ont poursuivi et ont enlevé de leur foyer 2 militants du RHDP. Le RHDP est un parti de coalition qui incluait entre autres le RDR de M. Ouattara. Une semaine plus tard, leurs corps ont été trouvés dans la morgue de Yopougon et ils avaient des blessures par balle à la poitrine. Le 19 décembre 2010, 6 hommes qui ont indiqué qu'ils étaient des policiers ont fait subir un viol collectif à 3 jeunes femmes dans leur maison d'Abobo. Ils ont dit à leurs victimes qu'elles devraient aller se plaindre auprès de M. Ouattara. La répression violente du 16 décembre 2010 a été condamnée par les ONG internationales, les médias ainsi que la communauté internationale. Au cours des jours qui ont suivi la manifestation du 16 décembre, M. Gbagbo, M. Blé Goudé et des membres de l'entourage immédiat de M. Gbagbo sont passés à l'offensive, et ce, pour réagir aux critiques de plus en plus importantes qui émanaient des organisations internationales telles que les Nations Unies, la communauté internationale et plus généralement les médias. Pour justifier leurs actions, les accusés, avec leur entourage immédiat, avait pour objectif de convaincre les sympathisants de M. Gbagbo qu'il était bel et bien la personne qui avait légitimement remporté l'élection présidentielle et que toute personne qui ne se ralliait pas à M. Gbagbo était un ennemi de l'État, comme il l'avait fait le 4 décembre 2000. Et j'avais fait référence à cela hier. Il disait également et asséner le fait que la souveraineté de la République de la Côte d'Ivoire courait un risque, que les sympathisants de M. Gbagbo souffraient d'une menace existentielle et une menace existentielle, disais-je. Donc, on leur disait qu'ils allaient faire l'objet d'un génocide et qu'ils devaient se protéger, et la République de la Côte d'Ivoire. Exactement, c'est exactement ce que M. Gbagbo avait dit à Divo en août 2010. Monsieur Blé Goudé a organisé toute une série de rassemblements. Et à partir de ce moment-là, après cet incident, dans les 2 semaines qui ont suivi, des rassemblements ont eu lieu presque chaque jour. Nous en avons les images. Et on vous montrera les images de ces rassemblements. Entre le 18 et le 21 décembre, M. Gbagbo
a eu de grands rassemblements devant de grandes foules dans les différents quartiers d'Abidjan. Et d'autres chefs des jeunes, leaders des jeunes, ou bien d'autres membres de l'entourage immédiat, tels que Konaté Navigué, Idriss Ouattara, Augustin Millan, Serge Kofi ou Madame Geneviève Brault-Grébé, qui était à la tête des femmes patriotes, qui était le côté féminin, le flanc féminin de Blé Goudé, ont prononcé des discours qui n'étaient que le reflet finalement des messages de Blé Goudé, en faisant preuve d'un effort coordonné de mise en œuvre du plan commun. Monsieur Gbagbo et Madame Simone Gbagbo ont fait les mêmes accusations en public contre leurs adversaires. Les FDS et les porte-paroles du gouvernement prenaient régulièrement la parole sur les ondes de la RTI afin de légitimiser leurs actions, les actions des forces armées. Ils démontaient toute responsabilité de la part des forces armées pour quelque crime que ce soit. La presse d'opposition a été fermée. C'est la garde républicaine qui a fait fermer la presse d'opposition. C'était la nuit du 16 au 17 décembre que cela s'est passé. Et le 18 décembre, M. Gbagbo a demandé officiellement, et ce via un communiqué de presse, le départ immédiat des forces des Nations Unies et des forces françaises de Côte d'Ivoire. Le même jour, le 18 décembre, Gbagbo a prononcé son premier discours à la nation depuis qu'il avait été intronisé président. Il a accusé ses adversaires et leur refus à se soumettre aux lois du pays pour le déroulement des troubles en Côte d'Ivoire. Et pendant son discours, il a reconnu qu'au moins 20 personnes étaient mortes lors de la manifestation du 16 décembre. Mais il n'a insisté que sur les 10 membres des FDS qui sont décédés à la même occasion, faisant honneur à leurs souvenirs et les appelant les martyrs de la République, et disant qu'il y avait des éléments qui suscitaient l'insurrection, qui étaient à l'intérieur et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et que tous nous livrent une guerre. Il les accusait des tueries qui avaient eu lieu pendant les manifestations du 16 décembre. Et entre-temps, lors d'un rassemblement à Yopougon, M. Blé Goudé a accusé le président français et les Nations Unies de donner leur appui aux rebelles et les a accusés d'être responsables des événements du 16 décembre. Tout comme M. Gbagbo, M. Blé Goudé a demandé le départ immédiat, lui aussi, des troupes de l'ONU ici et des troupes françaises, en demandant aux jeunes de rester prêts, en stand-by, pour recevoir les ordres qu'ils donneraient en temps voulu. L'hostilité et la diabolisation par l'entourage immédiat des forces de l'ONU est due à plusieurs facteurs que je vais vous expliquer. D'abord, les Nations Unies, comme je vous l'ai dit hier, a reconnu légitime des élections et président de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, les Nations Unies avaient une opération de maintien de la paix en Côte d'Ivoire d'assez grande ampleur et aussi à Abidjan et patrouillaient les rues. Troisièmement, l'ONUCI avait la capacité de surveiller, faire des enquêtes et rendre compte des événements au fur et à mesure que ceux-ci se déroulaient. Et en fait, le 23 décembre, la division des droits de l'homme de l'ONUCI a présenté un rapport public sur les abus contre les droits de l'homme dans ce pays depuis le 16 décembre. En ce compris 173 cas d'exécution sommaire. Et ça a été démenti en public 2 jours plus tard par le ministère de l'Intérieur. Le 23 décembre,
La majorité des organisations internationales ou africaines telles que les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union africaine avaient toutes, avant le 23 décembre, en fait reconnu Ouattara comme le président légitime de la Côte d'Ivoire. Et malgré tout, Gbagbo et son entourage immédiat continuent à condamner ouvertement ceux qui soutenaient Ouattara et à attaquer verbalement ceux qu'il avait reconnus comme président. Le 24 décembre, les leaders de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a fait part de son inquiétude devant la détérioration rapide de la situation, en avançant que si Gbagbo n'acceptait pas les appels qui étaient lancés par la CEDEAO de démissionner, il ne leur resterait aucune autre alternative que de prendre d'autres mesures, en ce compris le recours à la force légitime. Et ça, c'est la CEDEAO qui le dit. Le 28 décembre, les présidents du Bénin, de la Sierra Leone et du Cap-Vert se sont rendus en Côte d'Ivoire et ont rencontré à la fois M. Gbagbo et M. Ouattara. Dans un entretien révélateur, enregistré le 29 décembre et diffusé sur antenne le 31 décembre, M. Gbagbo énonce très clairement qu'il ne croit pas vraiment que la guerre puisse aboutir à une guerre civile, mais que la pression incessante de ses adversaires politiques, en ce compris les Nations Unies, ne fait que augmenter le risque de confrontation. Et je le cite. Et je crois qu'il faut prendre bonne note de la réponse qu'il a donnée quand on lui rappelle que la situation est des plus tendue. Il répond « Ce n'est pas la première fois qu'il y a des tensions en Côte d'Ivoire. » Quand on lui demande si la communauté internationale continue à exercer des pressions, finira-t-il par démissionner? Dans cet enregistrement, d'ailleurs, vous le verrez, qu'il fait preuve d'une certaine désinvolture. Et il répond bah, pourquoi est-ce qu'il exercerait une telle pression qui serait injuste sur moi? Et à la fin de cette interview, Gbagbo vous ramène dans ses discours qui ont animé toute sa campagne quand il déclare la chose suivante. J'ai déclaré au peuple de la Côte d'Ivoire au début de ma campagne qu'ils auraient le choix entre un candidat pour la Côte d'Ivoire et un candidat pour les étrangers. Ça peut paraître être une caricature, mais c'est la réalité. Et ces discours du mois de novembre, ils existent. Et c'est exactement ce que disait M. Gbagbo en novembre 2010. Un président pour la Côte d'Ivoire ou un président pour les étrangers? En fait, tous étaient conscients que les partisans de Ouattara seraient et étaient délibérément persécutés pour des motifs politiques, ethniques, nationaux ou religieux. Et cette interview que nous vous présenterons et que nous verserons au dossier est très révélateur, puisque c'est dans cette interview que l'on a la démonstration que même le 29 décembre, M. Gbagbo n'avait aucune intention, tant s'en faut, de démissionner. Le 29 décembre, M. Blé Godet lance un appel à la jeunesse et aux jeunes pour qu'ils envahissent l'hôtel Golf Hotel à main nue et afin d'en déloger Soro et tous ceux qui y étaient présents. Le 31 décembre 2010, le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme écrit à M. Gbagbo et à plusieurs de ses hauts commandants des forces armées pour les informer de leurs obligations à la lumière des droits de l'homme internationaux et du droit humanitaire. Et vous avez ici à l'écran une de ces lettres qui a été envoyée à l'un d'entre eux et que l'on a retrouvée à la résidence de M. Gbagbo. C'était un courrier envoyé à M. Blé Dogbo. Et M. Gbagbo n'a jamais, à aucun moment, fait quelques tentatives, tant soit peu sérieuses, soit de condamner publiquement ces crimes, de procéder à des enquêtes, de façon à retrouver ceux qui étaient responsables. Et ce, pendant la période
des élections ou post-électorales. D'ailleurs, j'y reviendrai plus tard quand on se penchera sur les éléments de la responsabilité pénale. Et donc, ce sont toutes ces actions coordonnées qui étaient menées pour maintenir Gbagbo au pouvoir, qui se sont poursuivies jusqu'en 2011. Et Blé Goudé a continué à mobiliser ces jeunes pour des rassemblements en janvier, en mobilisant les jeunes et en leur disant de rester prêts à recevoir ces instructions. Et le 4 janvier, d'ailleurs, lorsqu'il était interrogé par la TV française, France 24, et qu'on lui demande ce qu'il en est des mobilisations, et quand on lui parle des exactions qui ont été commises, et quand on lui parle de ces 173 morts du côté de Ouattara, quelle est sa réaction? Il accuse les partisans de Ouattara, qui sont ceux qui ont introduit la guérilla urbaine dans le pays. Le 5 janvier 2011, à Koumassi, Blé Goudé informe les jeunes que cette menace à envahir l'hôtel Golf Hotel a déclenché une réaction des représentants africains qui lui ont demandé de donner une chance au dialogue. Alors, il demande à ces jeunes d'attendre, de rester calmes, de résister à la provocation et de rester à l'écoute du général, en français dans le texte. Encore une fois, Blé Goudé fait preuve là de tout le poids qu'il a sur ces jeunes. Cela montre aussi les efforts coordonnés entre M. Gbagbo et son entourage immédiat. Dire aux jeunes d'attendre, d'être prêts. Mesdames, Messieurs les juges, c'est en janvier aussi que l'on voit le point de basculement des opérations des FDS à Abidjan. L'armée a commencé à mener des opérations aux côtés des forces de l'ordre. Ils ont commencé à lancer des raids, et tout particulièrement dans le quartier PK18 à Abobo, où des groupes de résistance locaux avaient commencé à émerger et qui se sont organisés de plus en plus dans les semaines qui ont suivantes. Et ces groupes, par la suite, quand on parlera d'eux, on y fera référence en parlant des commandos invisibles. Et le 11 janvier, en fait, lors d'un raid, le FDS a été attaqué par des assaillants du PK18. 8 personnes sont mortes, dont 2 des FDS. Et nous avons là des incidents qui se multiplient, une démarche de plus en plus robuste par Gbagbo et par les membres de son entourage immédiat afin de rester au pouvoir. Nous avons là une campagne orchestrée d'appui au FDS. Et par exemple, le jour suivant, le 12 janvier 2011, la SEMA, Philippe Mangou, annonce à la télévision d'État que les attaques armées contre les FDS étaient, et je cite, presque des actes de guerre. Les FDS se considéraient comme étant presque dans une position d'autodéfense et dès lors s'octroie le droit de réagir à partir d'aujourd'hui avec tous les moyens à sa disposition à toute attaque de quelque côté qu'elle provienne. Il annonce qu'un couvre-feu a été ordonné et que celui-ci commencera à Abobo et à Nyamama. Ce sont 2 communes et devrait se poursuivre jusqu'au 15 janvier. Le même soir, le haut commandement des FDS a rencontré M. Gbagbo à la résidence présidentielle. M. Blé Goudé, d'autres membres du cabinet ont participé à cette même réunion. Toute cette réunion, d'ailleurs, a été versée au registre le 13 janvier. Une réunion du cabinet a eu lieu en présence de M. Gbagbo. Et le même jour, en fait, le gouvernement a déclaré à la RTI que le gouvernement ferait tout ce qui serait possible pour neutraliser les rebelles. Et le 15 janvier, Simone Gbagbo a pris la parole au Congrès national de la résistance démocratique, que l'on connaît mieux sous son acronyme, qui est le CNRD. C'est une plateforme politique sous la présidence de Mme Gbagbo, dans lequel on retrouve d'ailleurs Blé Goudé et d'autres partis pro-Gbagbo et des organisations de jeunesse. Il y avait là 4000 partisans en présence de l'entourage immédiat, en ce compris Blé Goudé. Elle a annoncé à ce moment-là, lors de ce rassemblement, que l'époque des gris-gris est révolue.
Elle associait les gris-gris avec les rebelles et elle décrivait Ouattara, le chef de la bande. Elle a lancé un appel aux supporters de Gbagbo pour que tous ensemble œuvrent pour récupérer, reconquérir leurs terres des étrangers. Donc les gris-gris, c'est justement ce que portent ceux qui habitent au nord, ceux qui sont musulmans. Quand on parle d'un gris-gris, on sait exactement de qui on parle. Mesdames et messieurs les juges, nous sommes arrivés à un moment de la crise où un élément essentiel de cette stratégie de l'entourage immédiat était le renforcement des FDS et donner un peu plus de poids aux partisans de pro-Gbagbo. Il s'agissait donc d'une campagne délibérée et orchestrée d'appui au FDS qui commença et M. Blé Goudé, une fois de plus, est au premier rang. Par exemple, le 20 janvier, M. Blé Goudé et d'autres jeunes ou leaders de jeunes ont rencontré le chef d'état-major. Donc, on a les leaders des jeunes qui rencontrent les généraux des FDS. Pendant la réunion, qui est en partie télévisée, d'ailleurs, Blé Goudé rassure les généraux. Ils disent, oui, nous sommes là pour défendre notre pays. Chacun va le faire dans son propre territoire. Et par la suite, il rend hommage à l'armée. Et il dit d'ailleurs qu'une célébration officielle aura lieu le 23 janvier au stade Champrou. À la fin de cette réunion, le général Mongou s'adresse à la presse, flanqué de Blé Goudé et de ses généraux. Il déclare « Les FDS sont prêtes à se battre, prêtes à mourir pour défendre les institutions de la République. » Le 21 janvier, à savoir le lendemain, quelques 2000 jeunes excités se sont réunis au quartier général de l'armée en demandant de pouvoir s'enrôler dans l'armée. Et le général Mongou a insisté sur le message en disant « Nous ne permettrons pas à des personnes extérieures de nous imposer quelque loi que ce soit. » Et il a ajouté « Si pour y arriver, il faut se battre à mort, c'est ce que nous ferons. » Le 22 janvier, le jour suivant, environ 500 jeunes de Yopougon se rassemblent à l'extérieur de la résidence de Blé Goudé à Yopougon pour lui montrer qu'ils sont prêts à rejoindre les forces armées. Et je cite ici. Je cite ces jeunes. Pour lui dire, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour aller dans l'armée afin de défendre la mère patrie, parce que nous sommes fatigués d'être agressés inutilement. À l'extérieur de sa résidence, Blé Goudé a confirmé sa position d'autorité sur ces jeunes et le rôle qu'il avait en orientant leurs actions et en réassurant que la SEMA était là pour appuyer ces jeunes. Et je le cite. Être de notre armée pour qu'ils comprennent qu'il n'est pas seul et que derrière, il y a une jeunesse qui est prête. Et ce jour-là, dans l'après-midi, Blé Goudé rencontre une fois de plus M. Gbagbo et le ministre de la Défense, Alain Dogou, à la résidence présidentielle. Le 23 janvier, au rassemblement de Champrou, le général de la rue, Blé Goudé, et le général des FDS, M. Philippe Mangou, et ce, en présence d'autres hauts gradés des FDS, ont pris la parole pour renouveler leur engagement de loyauté envers M. Gbagbo, rassurer la foule que l'armée n'allait pas lancer un coup d'État. Et M. Blé Goudé a déclaré au général Mangou que les jeunes étaient là pour lui, à sa disposition. The two generals together on a stage. Les deux généraux étaient tous les deux ensemble. Le 28 janvier 2011,
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé la création d'un panel composé de 5 chefs d'État africains ayant pour mandat de trouver une solution politique générale qui serait contraignante pour l'ensemble des parties. Désormais commun. And Your Honors, Et messieurs les juges, la foule lui répond à l'unisson et dit « rebelle ». Alors, vous avez donc ces formules menaçantes, ces formules qui ne peuvent avoir qu'un objectif, à savoir inspirer la violence. Monsieur Blé Goudé a essayé de s'absoudre de la responsabilité pour la violence qui s'est ensuivie en disant qu'il allait déloger Soro et Ouattara à main nue. Et il montre ses mains vides à l'intention de la foule, ce faisant galvanisant les groupes de jeunes comme il l'avait fait entre 2003 et 2006. Madame, Messieurs les juges, à main nue, qu'entendait Monsieur Blé Goudé? Il entendait sans l'utilisation, sans avoir recours aux armes. Mais ce sont des propos qui étaient calculés et dénués de sens, au vu de ce qu'il a également dit. Parce qu'il a également dit... Nous reviendrons en fait plus tard lors de cette intervention sur ce message de ce combat à main nue, ainsi que pendant le procès. Et puis en dernier lieu, le soir du 15 décembre, M. Gbagbo rencontre le chef d'état-major de l'armée, M. Philippe Mangou, le chef de la gendarmerie, M. Kassaraté, et le chef de la police, M. Mbiya. Mesdames, Messieurs les juges, ces efforts coordonnés de la part de messieurs Gbagbo, Blé Goudé et de l'entourage immédiat de monsieur Gbagbo ont abouti à la commission des crimes qui sont reprochés, et ce eu égard au premier événement du 16 décembre. Nous allons maintenant vous montrer un cliché et cela va suivre en fait ma description des événements du 16 décembre. Alors, nous commençons très tôt, le matin du 16 décembre. Vous allez entendre de la part de témoins comment des dizaines de sympathisants de M. Ouattara se sont rassemblés dans différents lieux de rassemblement dans tout Abidjan. Ces points sont indiqués en bleu sur votre écran. Les manifestants ont commencé leur marche vers la RTI. Depuis tôt ce matin-là, les manifestants ont rencontré des forces pro-Gbagbo qui soit leur ont bloqué la route, soit les ont mis en garde et leur ont dit qu'ils allaient subir des conséquences assez graves s'ils continuaient. Certaines des positions des forces pro-Gbagbo se trouvent figurent en carré orange sur vos écrans. Les forces pro-Gbagbo étaient composées entre autres de la police, du SECOS, de la garde républicaine, de jeunes pro-Gbagbo, de membres de milices et de mercenaires. Ils étaient positionnés dans des positions essentielles et importantes et patrouillaient la zone autour de la RTI ainsi que des communes d'Abidjan telles que Cocody, Abobo, Adjamé, Koumassi et Yopougon. Les forces de pro-Gbagbo ont érigé des points de contrôle au niveau des barrages routiers, le long des axes principaux qui convergeaient vers la RTI afin de contrôler les civils qui ont été arrêtés, roués de coups et détenus pour nombreux. Ils ont également tiré sur la foule qui était composée de civils non armés qui se dirigeaient vers la RTI, et cela s'est soldé par des décès et des atteintes à l'intégrité physique très graves. Cette violence est indiquée par les points rouges. À Abobo, où il y avait de nombreux sympathisants qui étaient soupçonnés d'être des sympathisants de pro-Ouattara, et je recommence. À Abobo, où se trouvaient, où résidaient bon nombre de sympathisants de M. Ouattara et où ont eu lieu la réunion. Vous avez donc, cela est indiqué, vous avez également à Adjamé le long des axes principaux tels que l'autoroute d'Abobo et la route du Zo. Et puis il y a différents lieux essentiels importants tels que Williamsville, tels que par exemple le carrefour de Jenny Kobina, ainsi qu'une passerelle aérienne au-dessus de l'autoroute du Nord. Nous allons vous présenter des extraits vidéo pour démontrer les actes des FDS. Nous allons maintenant vous montrer des extraits vidéo des manifestants qui marchent
sur cette passerelle au-dessus de l'autoroute du Nord. Et là, vous pourrez entendre des tirs lourds sur cet extrait vidéo. Et vous verrez 2 véhicules du SECOS. Madame, Messieurs les juges, ces manifestants se contentaient tout simplement de montrer leur soutien pour Monsieur Ouattara alors qu'il marchait lors de cette marche vers la RTI. Et vous allez voir donc l'arrivée des véhicules du SECOS. Microphone, s'il vous plaît. Monsieur McDonald parle sans microphone. Entre-temps, ou pendant ce temps-là, à Cocody et au niveau de tous les carrefours autour de la RTI, la présence des forces de sécurité a été lourdement renforcée. Les forces pro-Gbagbo ont ouvert le feu sur la foule des manifestants, et ce, dans de nombreux lieux à Abidjan. Je vais maintenant vous montrer un extrait d'une vidéo qui a été filmée au carrefour entre le boulevard Latrille et la rue du lycée technique. Ils ont tué tout le début. Il y a 2 morts. Et des blessés. On a besoin d'ambulance. Ambulance, il faut t'arrêter avec ça. Les gars, ils ont tué 2 personnes. Ils ont tué 2 personnes. 2 personnes. Ils ont tué 2 personnes. Good morning, bonjour to everybody. Bonjour à tout le monde, toutes les personnes présentes dans le prétoire ainsi que dans la galerie du public, ainsi qu'à l'extérieur du prétoire et de la cour. Nous allons donc poursuivre ce matin et continuer à entendre la présentation de la thèse du procureur. Mr. President, Madame Bensouda, Monsieur le Président, le bureau du procureur est représenté par la même équipe. Et c'est donc Monsieur McDonald qui va reprendre le fil de sa déclaration liminaire. Monsieur McDonald, bonjour. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Hier, j'avais indiqué, lorsque j'ai demandé que nous levions l'audience, j'avais informé la Chambre, disais-je, que j'allais poursuivre en parlant de l'incident ou de l'événement du 16 décembre. Mais avant de le faire, j'aimerais vous parler en quelques termes de la radio-télévision ivoirienne, ou de la RTI, comme elle est connue, et c'est ainsi que nous l'appellerons en l'espèce, la RTI. La RTI était
la principale antenne de diffusion de la Côte d'Ivoire. Elle était contrôlée par M. Gbagbo et avait une importance stratégique essentielle pour son régime. Car à partir de l'ascension de M. Gbagbo au pouvoir jusqu'à son arrestation, M. Gbagbo, M. Blé Goudé et les autres membres de l'entourage immédiat de M. Gbagbo ont eu recours à la RTI pour diffuser leur message. La RTI était le vecteur principal par le truchement duquel M. Blé Goudé a mobilisé les jeunes, a annoncé ses ordres et a donné ses consignes aux jeunes. Le camp Ouattara était bien entendu parfaitement conscient du rôle joué par la RTI dans le soutien qu'il apportait au régime de M. Gbagbo, ce qui fait que le nouveau Premier ministre nommé par M. Ouattara, M. Guillaume Soro, a annoncé le 13 décembre 2010 que le gouvernement de M. Ouattara allait se rendre dans les locaux de la RTI à Cocody, et ce afin d'y installer un nouveau directeur. Cela devait se passer le 16 décembre. Alors nous allons maintenant vous montrer des clichés. Et comme vous pouvez le constater, vous voyez où se trouve la RTI sur le cliché que je vous présente. Comme je vous l'ai dit, la RTI se situait dans la commune de Cocody. Le 14 décembre 2010, le gouvernement de M. Ouattara a demandé à ses sympathisants de manifester, et ce de façon pacifique, et de se rendre vers la RTI le 16 décembre. Le régime de M. Gbagbo a réagi. Comme suit: premièrement, des éléments des FDS ont encerclé un blocus, c'est là que se trouvait le gouvernement de M. Ouattara. Deuxièmement, ce même après-midi, M. Blé Goudé a présidé une réunion des dirigeants de la jeunesse à l'hôtel de ville à Cocody, conjointement avec d'autres dirigeants de jeunes. Voilà le message qu'ils ont prononcé. Empêcher les manifestants d'atteindre la RTI. Leur objectif consistait à mobiliser les jeunes patriotes et les utiliser pour entraver la manifestation et la marche vers la RTI avec les militaires. Troisièmement, ce même soir, la RTI a diffusé, lors de son bulletin d'information de 20h, un entretien avec M. Blé Goudé, qui a déclaré qu'il resterait actif dans son rôle de général de la rue. Il a dit qu'il allait diriger la jeunesse, les actes de la jeunesse, si jamais le pays venait à être menacé, et je vais le citer en français. Vous n'avez pas perdu votre général, je suis général à 100% et puis 100% ministre. Ça veut dire clairement que je travaille à donner de l'emploi aux jeunes, mais en même temps, quand j'aurai le sentiment que mon pays est menacé, qu'on veut déstabiliser mon pays, j'enlève ce costume, je mets ma casquette noire et j'oriente les choses. Que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde. Fourth, the following day. Quatrièmement, le jour suivant, le 15 décembre 2010, le porte-parole des FDS a condamné cette marche, et ce, lors du bulletin d'information de la RTI à 13h. Et voilà ce qu'il dit. Ces marches à relents d'action de force, donc de troubles graves à l'ordre public, n'ont pour unique finalité que d'opposer d'innocentes populations aux forces régulières de maintien de l'ordre et espérer obliger les forces de défense et de sécurité à un affrontement avec les Ivoiriens. He also warned that, and I Il a également mis en garde, et je cite, et de sécurité de Côte d'Ivoire tiennent M. Choi pour responsable des conséquences imprévisibles qui pourraient résulter de ces actions projetées. And so the donc, le message des FDS est une menace voilée et est une justification planifiée pour les actes violents et les crimes commis contre les manifestants civils pacifiques le 16 décembre. Ils l'ont fait cela même avant que la marche ne commence.
Cet acte de dénégation s'inscrivait d'ores et déjà dans le plan commun. Cinquièmement, l'après-midi du 15 décembre, M. Blé Goudet prononce un discours à Trècheville et il répète le même message agressif contre les pro-Ouattara et contre l'ONUCI. Et je cite à nouveau. De route qui a été donnée à l'ONUCI, qui a été donnée à la Force Licorne, qui a été donnée à Guillaume Soro, était très claire. Enlevez M. Gbagbo. Je vous informe, M. Choi et l'ONU et la France préparent un génocide en Côte d'Ivoire. And he added, Ajouté. l'ONU que nous avions jusque-là considérée comme une force de paix vient de démontrer clairement qu'elle n'est plus une force de paix en Côte d'Ivoire, qu'elle est une force belligérante et qu'elle est une force d'occupation. C'est Choi qui organise la rébellion. C'est lui qui donne les idées à la rébellion. Donc Choi est considéré... Pour réagir aux critiques de plus en plus importantes qui émanaient des organisations internationales telles que les Nations Unies, la communauté internationale et plus généralement les médias. Pour justifier leurs actions, les accusés, avec leur entourage immédiat, avaient pour objectif de convaincre les sympathisants de M. Gbagbo qu'il était bel et bien la personne qui avait légitimement remporté l'élection présidentielle et que toute personne qui ne se ralliait pas à M. Gbagbo était un ennemi de l'État, comme il l'avait fait le 4 décembre 2000. Et j'avais fait référence à cela hier. Il disait également et assener le fait que la souveraineté de la République de la Côte d'Ivoire courait un risque, que les sympathisants de M. Gbagbo souffraient d'une menace existentielle et une menace existentielle, disais-je. Donc, on leur disait qu'ils allaient faire l'objet d'un génocide et qu'ils devaient se protéger, et la République de la Côte d'Ivoire. Exactement, c'est exactement ce que M. Gbagbo avait dit à Divo en août 2010. M. Blé Goudet a organisé toute une série de rassemblements. Et à partir de ce moment-là, après cet incident, dans les 2 semaines qui ont suivi, des rassemblements ont eu lieu presque chaque jour. Nous en avons les images. Et on vous montrera les images de ces rassemblements. Entre le 18 et le 21 décembre, M. Gbagbo a eu de grands rassemblements devant de grandes foules dans les différents quartiers d'Abidjan. Et d'autres chefs des jeunes, leaders des jeunes, ou bien d'autres membres de l'entourage immédiat, tels que Konaté Navigué, Idriss Ouattara, Augustin Millan, Serge Kofi ou Madame Geneviève Brault-Grébé, qui était à la tête des femmes patriotes, qui était le côté féminin, le flanc féminin de Blé Goudet, ont prononcé des discours qui n'étaient que le reflet finalement des messages de Blé Goudet, en faisant preuve d'un effort coordonné de mise en œuvre du plan commun. M. Gbagbo et Mme Simone Gbagbo ont fait les mêmes accusations en public contre leurs adversaires. Les FDS et les porte-paroles du gouvernement prenaient régulièrement la parole sur les ondes de la RTI afin de légitimiser leurs actions, les actions des forces armées. Ils démonter toute responsabilité de la part des forces armées pour quelque crime que ce soit. La presse d'opposition a été fermée. C'est la garde républicaine qui a fait fermer la presse d'opposition. C'était la nuit du 16 au 17 décembre que cela s'est passé. Et le 18 décembre, M. Gbagbo a demandé officiellement, et ce via un communiqué de presse, le départ immédiat des forces des Nations Unies et des forces françaises de Côte d'Ivoire. Le même jour, le 18 décembre,
Gbagbo a prononcé son premier discours à la nation depuis qu'il avait été intronisé président. Il a accusé ses adversaires et leur refus à se soumettre aux lois du pays pour le déroulement des troubles en Côte d'Ivoire. Et pendant son discours, il a reconnu qu'au moins 20 personnes étaient mortes lors de la manifestation du 16 décembre. Mais il n'a insisté que sur les 10 membres des FDS qui sont décédés à la même occasion, faisant honneur à leurs souvenirs et les appelant les martyrs de la République. Et disant qu'il y avait des éléments qui suscitaient l'insurrection, qui étaient à l'intérieur et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et que tous nous livrent une guerre. Il les accusait des tueries qui avaient eu lieu pendant les manifestations du 16 décembre. Et entre-temps, lors d'un rassemblement à Yopougon, M. Blé Goudé a accusé le président français et les Nations Unies de donner leur appui aux rebelles et les a accusés d'être responsables des événements du 16 décembre. Tout comme M. Gbagbo, M. Blé Goudé a demandé le départ immédiat, lui aussi, des troupes de l'ONU ici et des troupes françaises, en demandant aux jeunes de rester prêts, en stand-by, pour recevoir les ordres qu'ils donneraient en temps voulu. L'hostilité et la diabolisation par l'entourage immédiat des forces de l'ONU est due à plusieurs facteurs que je vais vous expliquer. D'abord, les Nations Unies, comme je vous l'ai dit hier, a reconnu légitime des élections et président de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, les Nations Unies avait une opération de maintien de la paix en Côte d'Ivoire d'assez grande ampleur et aussi à Abidjan et patrouillait les rues. Troisièmement, l'ONUCI avait la capacité de surveiller, faire des enquêtes et rendre compte des événements au fur et à mesure que ceux-ci se déroulaient. Et en fait, le 23 décembre, la division des droits de l'homme de l'ONUCI a présenté un rapport public sur les abus contre les droits de l'homme dans ce pays depuis le 16 décembre. En ce compris 173 cas d'exécution sommaire. Et ça a été démenti en public 2 jours plus tard par le ministère de l'Intérieur. Le 23 décembre, la majorité des organisations internationales ou africaines telles que les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union africaine avaient toutes, avant le 23 décembre, en fait reconnu Ouattara comme le président légitime de la Côte d'Ivoire. Et malgré tout, Gbagbo et son entourage immédiat ont continué à condamner ouvertement ceux qui soutenaient Ouattara et à attaquer verbalement ceux qu'il avait reconnus comme président. Le 24 décembre, les leaders de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a fait part de son inquiétude devant la détérioration rapide de la situation, en avançant que si Gbagbo n'acceptait pas les appels qui étaient lancés par la CEDEAO de démissionner, il ne leur resterait aucune autre alternative que de prendre d'autres mesures. On n'accepte pas. On n'accepte pas. Il faut finir. On ne peut pas accepter. On ne connaît pas, on ne connaît Il est mort. Il est mort. Il a eu tout. On va le la mais on travaille de la voix.
as the Comme l'image que vous voyez sur l'écran, est-ce que nous pourrions la voir, cette image, je vous prie? Comme cette image vous le montre, ces crimes, comme ce cliché vous le montre, ces crimes se sont passés dans tout Abidjan le 16 décembre. Vous entendrez également 5 femmes qui ont été arrêtées ce jour-là alors qu'elles se dirigeaient vers la RTI. Et elles vous expliqueront comment elles ont été violées par les forces pro-Gbagbo. Tous ces témoins, à l'exception d'une, ont été détenus pendant des heures en compagnie d'autres victimes. Comme le procureur l'a indiqué dans sa déclaration liminaire, certaines ont subi plusieurs viols, d'autres ont subi des viols collectifs, parfois en présence d'autres. Alors qu'une victime demandait à être épargnée, son violeur lui a dit, et je cite en français, « président Alassane de vous venir en aide puisque c'est pour lui que vous marchez. » The violence and La violence et la persécution ont continué les jours qui ont suivi les tueries du 16 décembre, et ce dans différents quartiers d'Abidjan. Mesdames, Messieurs les juges, à ce moment-là, pendant cette période, les FDS ont essuyé des pertes loin du siège de la RTI lors d'affrontements qui n'avaient rien à voir avec les manifestants. Toutefois, des documents originaux que nous avons saisis se ciblaient sur les pertes essuyées par les FDS et minimisaient les pertes des civils, pertes qui se sont produites ce même jour, et ce dans le contexte des manifestations. Ce même après-midi, M. Gbagbo a réuni son cabinet. Les ministres de l'Intérieur et de la Défense ont tous les deux fait des rapports au sujet de la manifestation et de victimes parmi les FDS. Ce même soir, lors du bulletin d'information de 20 h, la RTI a diffusé des extraits du discours de M. Blé Goudé ainsi que la déclaration des FDS qui avait été déjà diffusée le 15 décembre. Donc le message auquel j'ai fait référence un peu plus tôt ont été à nouveau diffusés ce soir-là lors du bulletin d'information de 20 h. D'après les registres, ce soir-là, M. Gbagbo a reçu également ses collaborateurs les plus proches, M. Blé Goudé, M. Bertin Cadet, la Défense pendant une période, M. Alain Dogou, le président du FPI, M. Afi Nguessan, Aboudraman Sangaré, M. Désiré Tagro, ainsi que l'avocat personnel de M. Gbagbo, maître Géraldine Odéori. Le seul général des FDS qui est rendu visite ce soir-là à M. Gbagbo, comme vous le devinerez peut-être, était M. Dogbo-Blé, le général Dogbo-Blé, le commandant de la garde républicaine. Toutes ces personnes dont je viens de vous donner le nom faisaient partie de son entourage immédiat et de la structure parallèle. Et le 17 décembre, M. Blé Goudé s'est rendu auprès de M. Gbagbo et la visite dura quasiment 6 heures. Les sympathisants de M. Ouattara ont essuyé des représailles violentes au cours des jours suivants. Je pense notamment aux membres des FDS et à des personnes armées qui participaient à ces actes, qui portaient des personnes armées qui étaient habillées en civil et qui ont fait des descentes dans plusieurs quartiers d'Abidjan, notamment dans le quartier d'Abobo, où ils sont entrés par effraction dans les maisons de civils et ont tué et violé des civils. Le 17 décembre 2010, les soldats des FDS, avec un membre des jeunes patriotes, ont fait subir un viol collectif à une femme dans son foyer d'Abobo avant de la contraindre à observer le meurtre de son mari, qui était un membre du parti de M. Ouattara, le RDR. À la suite de quoi, les violeurs ont dit à la victime, qui portait un t-shirt
pro-Ouattara lui ont dit donc qu'elle devrait aller lui dire qui l'avait violée. Le 17 et 18 décembre, des membres des FDS, notamment également des membres des CRS, sont entrés dans 4 mosquées à Grand Bassam, à Bobo et à Williamsville, ont tué une personne et ont blessé 29 autres personnes, notamment 14 femmes. Le 18 décembre 2010, à Abobo, environ une dizaine d'officiers de police ont poursuivi et ont enlevé de leur foyer 2 militants du RHDP. Le RHDP est un parti de coalition qui incluait entre autres le RDR de M. Ouattara. Une semaine plus tard, leurs corps ont été trouvés dans la morgue de Yopougon et ils avaient des blessures par balle à la poitrine. Le 19 décembre 2010, 6 hommes qui ont indiqué qu'ils étaient des policiers ont fait subir un viol collectif à 3 jeunes femmes dans leur maison d'Abobo. Ils ont dit à leurs victimes qu'elles devraient aller se plaindre auprès de M. Ouattara. La répression violente du 16 décembre 2010 a été condamnée par les ONG internationales, les médias ainsi que la communauté internationale. Au cours des jours qui ont suivi la manifestation du 16 décembre, M. Gbagbo, M. Blé Goudé et des membres de l'entourage immédiat de M. Gbagbo sont passés à l'offensive, et ce, En ce compris le recours à la force légitime. Et ça, c'est la CEDEAO qui le dit. Le 28 décembre, les présidents du Bénin, de la Sierra Leone et du Cap-Vert se sont rendus en Côte d'Ivoire et ont rencontré à la fois M. Gbagbo et M. Ouattara. Dans un entretien révélateur, enregistré le 29 décembre et diffusé sur antenne le 31 décembre, M. Gbagbo énonce très clairement qu'il ne croit pas vraiment que la guerre puisse aboutir à une guerre civile, mais que la pression incessante de ses adversaires politiques, en ce compris les Nations Unies, ne fait que augmenter le risque de confrontation. Et je le cite. Et je crois qu'il faut prendre bonne note de la réponse qu'il a donnée quand on lui rappelle que la situation est des plus tendues. Il répond « Ce n'est pas la première fois qu'il y a des tensions en Côte d'Ivoire. » Quand on lui demande si la communauté internationale continue à exercer des pressions, finira-t-il par démissionner? Dans cet enregistrement, d'ailleurs, vous le verrez, qu'il fait preuve d'une certaine désinvolture. Et il répond bah, pourquoi est-ce qu'il exercerait une telle pression qui serait injuste sur moi? Et à la fin de cette interview, Gbagbo vous ramène dans ses discours qui ont animé toute sa campagne quand il déclare la chose suivante. J'ai déclaré au peuple de la Côte d'Ivoire au début de ma campagne qu'ils auraient le choix entre un candidat pour la Côte d'Ivoire et un candidat pour les étrangers. Ça peut paraître être une caricature, mais c'est la réalité. Et ces discours du mois de novembre, ils existent. Et c'est exactement ce que disait M. Gbagbo en novembre 2010. Un président pour la Côte d'Ivoire ou un président pour les étrangers? En fait, tous étaient conscients que les partisans de Ouattara seraient et étaient délibérément persécutés pour des motifs politiques, ethniques, nationaux ou religieux. Et cette interview que nous vous présenterons et que nous verserons au dossier est très révélateur, puisque c'est dans cette interview que l'on a la démonstration que même le 29 décembre, M. Gbagbo n'avait aucune intention, tant s'en faut, de démissionner. Le 29 décembre, M. Blé Goudé lance un appel à la jeunesse et aux jeunes pour qu'ils envahissent l'hôtel Golf Hotel à main nue et afin d'en déloger Soro et tous ceux qui y étaient présents. Le 31 décembre 2010, le haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme écrit à M. Gbagbo et à plusieurs de ses hauts commandants des forces armées pour les informer de leurs obligations à la lumière des droits
de l'homme internationaux et du droit humanitaire. Et vous avez ici à l'écran une de ces lettres qui a été envoyée à l'un d'entre eux et que l'on a retrouvée à la résidence de M. Gbagbo. C'était un courrier envoyé à M. Bledogbo. Et M. Gbagbo n'a jamais, à aucun moment, fait quelques tentatives, tant soit peu sérieuses, soit de condamner publiquement ces crimes, de procéder à des enquêtes, de façon à retrouver ceux qui étaient responsables, et ce, pendant la période des élections ou post-électorales. D'ailleurs, j'y reviendrai plus tard, quand on se penchera sur les éléments de la responsabilité pénale. Et donc, ce sont toutes ces actions coordonnées qui étaient menées pour maintenir Gbagbo au pouvoir, qui se sont poursuivies jusqu'en 2011. Et Blé Goudé a continué à mobiliser ces jeunes pour des rassemblements en janvier, en mobilisant les jeunes et en leur disant de rester prêts à recevoir ces instructions. Et le 4 janvier, d'ailleurs, lorsqu'il était interrogé par la TV française, France 24, et qu'on lui demande ce qu'il en est des mobilisations, et quand on lui parle des exactions qui ont été commises, et quand on lui parle de ces 173 morts du côté de Ouattara, puis, quelle est sa réaction? Il accuse les partisans de Ouattara, qui sont ceux qui ont introduit la guérilla urbaine dans le pays. Le 5 janvier 2011, à Koumassi, Blé Goudé informe les jeunes que cette menace à envahir l'hôtel Golf Hotel a déclenché une réaction des représentants africains qui lui ont demandé de donner une chance au dialogue. Alors, il demande à ces jeunes d'attendre, de rester calmes, de résister à la provocation et de rester à l'écoute du général, en français dans le texte. Encore une fois, Blé Goudé fait preuve là de tout le poids qu'il a sur ces jeunes. Cela montre aussi les efforts coordonnés entre M. Gbagbo et son entourage immédiat. Dire aux jeunes d'attendre, d'être prêts. Mesdames, Messieurs les juges, c'est en janvier aussi que l'on voit le point de basculement des opérations des FDS à Abidjan. L'armée a commencé à mener des opérations aux côtés des forces de l'ordre. Ils ont commencé à lancer des raids, et tout particulièrement dans le quartier PK18 à Abobo, où des groupes de résistance locaux avaient commencé à émerger et qui se sont organisés de plus en plus dans les semaines qui ont suivantes. Et ces groupes, par la suite, quand on parlera d'eux, on y fera référence en parlant des commandos invisibles. Et le 11 janvier, en fait, lors d'un raid, le FDS a été attaqué par des assaillants du PK18. 8 personnes sont mortes, dont 2 des FDS. Et nous avons là des incidents qui se multiplient, une démarche de plus en plus robuste par Gbagbo et par les membres de son entourage immédiat afin de rester au pouvoir. Nous avons là une campagne orchestrée d'appui au FDS. Et par exemple, le jour suivant, le 12 janvier 2011, la SEMA, Philippe Mangou, annonce à la télévision d'État que les attaques armées contre les FDS étaient, et je cite, presque des actes de guerre. Les FDS se considéraient comme étant presque dans une position d'autodéfense et dès lors s'octroie le droit de réagir à partir d'aujourd'hui avec tous les moyens à sa disposition à toute attaque de quelque côté qu'elle provienne. Il annonce qu'un couvre-feu a été ordonné et que celui-ci commencera à Abobo et